dans le cadre d'une passe, je vais être accompagné à définir mon projet professionnel si j'ai des troubles visuels, effectuer mes recherches d'emploi si j'ai un handicap moteur, définir mon handicap prégnant si j'ai des troubles cognitifs, psychiques, intellectuels, définir mes limites si j'ai un handicap auditif, identifier et développer des modes de compensation si j'ai une déficience intellectuelle. C'est plein de pièges. Exactement. Alors moi je te laissais répondre sur les prestations sur les autres qui concernent les handicaps que je ne comprends pas. Je crois que je donne des listes. Alors déjà, sur Gaïa, définir mon handicap prégnant si j'ai des troubles cognitifs, psychiques, intellectuels. Tu commences alors. Comme vous voulez. Je commence si tu veux. Du coup, sur la première, définir mon projet professionnel si j'ai des troubles visuels. Et on peut enchaîner sur la seconde, effectuer mes recherches d'emploi si j'ai un handicap moteur. Donc effectivement, il y a 5 prestataires d'appui spécifiques, mais les prestations ne sont pas les mêmes selon effectivement les différents troubles. L'offre du coup est plus large pour Gaïa 17 et donc les troubles cognitifs, déficience psychique et intellectuelle. Et effectivement, elle est un peu moins sur les handicaps moteurs, auditifs et visuels. Notamment, effectivement, alors je te laisserai présenter sur le prédiagnostic et bilan complémentaire parce que vous avez les mêmes, mais par contre, sur l'appui expert sur les projets professionnels, effectivement, il faut que le projet professionnel soit déjà validé. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il y aura une évaluation, du coup, des limites, des atouts et des limites, du coup, de la personne, alors, sur le plan moteur, sur le plan auditif, sur le plan visuel. Donc, effectivement, dans le cadre d'un travail sur le projet professionnel, on ne peut pas orienter vers une prestation d'appui spécifique. De même, je crois, je vérifie, j'ai sous les yeux, sur la recherche d'emploi, c'est pareil, effectivement, ça n'est pas dans le champ d'intervention de ces prestations d'appui spécifique. Par contre, aux employeurs, oui, effectivement, il y a toujours l'appui aux entreprises pour le maintien dans l'emploi, effectivement. Alors pour les prestations que nous portons, donc psychique, troubles cognitifs et déficience intellectuelle, là par contre, il va y avoir plus de choix, effectivement, comme tu disais. Donc, sur la définition du handicap prégnant, si j'ai des troubles cognitifs, psychiques et déficience intellectuelle, donc là on a différents modules dans le cadre des prestations d'appui spécifiques. La partie prédiagnostic, qui là va être faite par nos psychologues chez nous, peut venir en aide aux référents de parcours, donc que vous êtes, pour comprendre, et également la personne s'il a du mal à le définir, mais c'est pour le référent de parcours, pour comprendre quel va être le handicap prégnant, parce qu'effectivement on peut avoir multi-handicap. C'est vraiment cette prestation flash de prédiagnostic, donc je disais flash parce que c'est vraiment, ça vient vraiment en aide pour identifier le handicap prégnant, mais après ça peut être suffisant. Ça peut vous être suffisant pour après rebondir et faire l'accompagnement adapté à la personne. Sachant que ça peut aussi mettre en avant des besoins différents avant peut-être l'emploi, parce qu'on va se rendre compte que la personne n'a vraiment pas forcément les TH nécessaires autour d'elle, donc on peut faire des préconisations. On peut se rendre compte que la personne dans son projet veut plutôt aller au milieu protégé, donc on va préconiser la mise en place à demande d'une orientation vers un ESAT, et elle ne va pas venir plus du tout sur les prestations d'appui spécifiques qui ont pour but, donc, qui ne travaillent que sur l'emploi, le milieu ordinaire. Définir mes atouts et mes limites si j'ai un handicap, donc ça c'est pas moi, handicap auditif. Et identifier les modes de compensation en cas de déficience également, puisque nous, les prestations d'appui spécifiques, on est là pour apporter une expertise par rapport à la situation de handicap. On va intervenir à tous les niveaux du parcours, on peut être sollicité par nos prestataires, je crois que c'est après qui peut... Oui, c'est une question, donc je ne vais pas dans les détails, mais on peut être nous mobilisés à tout moment du parcours, aussi bien dans l'élaboration du projet professionnel que sur la mise en place du projet professionnel,
aussi bien l'accès à l'emploi, à l'entrée en formation, l'aide au maintien en formation, et on est sollicité également pour le maintien en emploi, quand nécessaire, pour aménager le poste de travail, pour sensibiliser l'environnement de travail. Voilà. Et il peut nous arriver à la fin d'une prestation d'appui spécifique qui reste une prestation courte, puisqu'on est sur des modules qui au maximum vont sur une douzaine de mois. On peut être amené à préconiser, nous, par exemple, un DEA, parce qu'effectivement, l'emploi est là, mais on sait qu'il va y avoir besoin tout au long du parcours de la personne d'un étayage, ou en tout cas d'une veille sur long terme. Donc nous, on peut préconiser à la personne de penser DEA. Après, on charge à elle, à la personne et au référent de parcours qui va avoir l'information dans l'institution, de faire des démarches pour que le débat puisse se mettre en place. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler du bilan complémentaire? Alors, le bilan complémentaire, là aussi, c'est pour apporter un premier éclairage, les éventuelles clés de compensation qu'il y a à mettre en place, tout ce qui va être aussi la stabilisation de l'état de la personne, un petit peu, des choses que les référents de parcours, les éléments qui n'ont pas forcément pu être identifiés lors de nos entretiens. Donc là également, c'est psychologue, ou parfois ça peut être neuropsychologue, mais c'est plutôt psychologue qui fait le bilan maintenant. Et c'est vraiment, ça va vous permettre d'ajuster, vous, votre accompagnement en fonction de tous les éléments que vous allez recevoir liés à l'emploi, mais également liés à la situation globale de la personne. Régulièrement, à la fin de ce bilan complémentaire, alors c'est pas du tout une obligation, des fois c'est pas le cas, mais bien souvent on se rend compte que, là on va dire, ben voilà, peut-être que tel module dans le cadre des prestations d'appui spécifiques peut être intéressant pour l'accompagnement, parce qu'il va y avoir besoin vraiment d'un étayage un petit peu plus soutenu par rapport à la situation de handicap. Voilà. Oui, sachant qu'on peut effectivement enchaîner plusieurs prestations d'appui spécifiques, même faire des retours peut-être. Voilà, alors à la fois c'est pas linéaire, on peut mobiliser les prestations d'appui spécifiques, j'ai envie de dire dans tous les sens. En même temps, l'objectif n'est pas de les enchaîner non plus, c'est pas l'objectif que nous donne la GFIP. Maintenant, clairement, sur quelqu'un, par exemple, qui a besoin d'être accompagné sur son projet professionnel, où on va identifier quelles sont les bonnes conditions d'emploi pour elle. La personne a besoin de les connaître, a besoin de pouvoir les mettre en œuvre. Le projet se définit, le projet est identifié, il y a une entrée en formation qui se fait. Nous, la prestation s'arrête. Mais l'entrée en formation, bien souvent, va déclencher une autre prestation un peu spécifique, puisqu'il y a un fameux dispositif AXEA dont vous avez déjà entendu parler, qui peut se mettre en place, qui bien souvent est quand même un très bon support pour la personne et pour son de formation. Et là, on va intervenir pour expliquer quels sont les besoins, pour apporter l'expertise également, pour apporter les besoins de la personne auprès du centre de formation, puisque le centre de formation aujourd'hui s'engage à accueillir dans les bonnes conditions les personnes en situation de handicap et à mettre en œuvre les moyens de compensation nécessaires pour que la formation soit menée à bien. Donc nous, on est là pour identifier, lister les besoins avec la personne. Et puis, beaucoup aussi, on a un gros travail de sensibilisation au niveau des centres de formation auprès des formateurs pour expliquer tous ces handicaps invisibles que l'on porte, parce qu'il y a toujours l'image du handicap, voilà, effectivement la déficience auditive, la déficience motrice, mais sur tout ce qui va être troubles cognitifs, donc c'est la grande famille, hein, troubles cognitifs, vous allez avoir toute la famille des 10, mais également tout ce qui est troubles du spectre autistique, mais également des maladies invalidantes, mais également des... j'en oublie beaucoup, tout ce qui va être... dis-moi, vous les connaissez aussi. Oui, non, c'est que j'ai plus en... Oui, mais dans tout ce qui est cognitif également, tout ce qui va être AVC, toutes les maladies qui sont là, voilà, les AVC, les traumas crâniens, voilà, toute cette partie-là cognitive. Donc là, ça passe inaperçu.
Le psychique, évidemment, passe aussi beaucoup inaperçu et ça va sur des choses, pousser la porte du centre de formation ensemble parce que la personne est tétanisée à l'idée de rentrer en formation et expliquer à un formateur bienveillant qui lui va dire mais oui, c'est normal, on a l'angoisse, la boule au ventre, tout le monde a l'angoisse. Non, c'est pas comme tout le monde. Là, on est sur des situations de handicap et ça va bien au-delà comme tout le monde. Donc on est là pour voir comment on peut mettre en place des petites choses qui vont aider la personne. Et ça vient, l'idée c'est d'aider le centre de formation aussi à monter en compétence sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Voilà. L'idée c'est que avec tous ces accompagnements-là, nous bout à bout, les centres de formation voilà, comprennent et puis s'approprient les outils que l'on peut proposer. Donc si on récapitule, fait diagnostic sur les 5 types de handicap, le bilan complémentaire sur les 5 types de handicap, et c'est simplement effectivement sur la partie recherche d'emploi et accès à la formation que du coup les troubles sensoriels et moteurs du coup n'interviennent pas. Après, les fiches de prescription, vous les avez. Il ne faut pas hésiter à nous interpeller. On est une équipe de 7 job coach, on intervient sur tout le département. Il ne faut pas hésiter à nous interpeller parce que au début c'est assez nébuleux. L'appli expert sur le projet professionnel, l'appli expert à la réalisation du projet professionnel. Nous on les manipule tous les jours, mais c'est vrai qu'au départ ça peut être un petit peu obscur. Donc appelez-nous et puis on peut voir sur la situation ce qui correspond le mieux. Juste une chose, en dehors des coordonnées qui sont... Je cherchais les lèvres qui vont bien. En dehors des coordonnées qui sont inscrites là, comment on fait pour joindre Gaëlle Lycée? Moi je n'y arrive jamais. Ah bon? Où est-ce qu'on trouve vos coordonnées? Ben, sur nos plaquettes, je vous donnerai une plaquette avec les coordonnées pour nous contacter. Il y a un mail spécifique pour les passes, pour envoyer les passes. Il y a le mail de la chef de service également, les job coach dessus et le numéro de téléphone de chacun. Voilà. Je donne. J'en ai 2-3. Merci. Oui. À la question d'après. Je peux bénéficier d'une passe. Si j'ai une RTH milieu ordinaire, j'ai une RTH milieu protégé, je vais demander une RTH. Je ne souhaite pas faire reconnaître mes problèmes de santé, je suis salarié. Solliciter. Enfin, le référent de parcours peut mettre en place une passe malgré cette orientation ESA. Très vite, puisqu'au début, quand on se rencontre la première fois avec la personne, c'est dans le cadre d'un rendez-vous tripartite, sauf cas exceptionnel, mais on se voit. Il nous arrivait d'ouvrir une passe et de la fermer en même temps, parce que ce n'est pas la demande de la personne, ce n'est pas tout à fait les besoins de la personne, c'est pas ce qu'elle va exprimer. On ne va pas démarrer une passe pour attendre, en attendant, si l'objectif derrière c'est d'aller en milieu protégé. Voilà, c'est pas ce que nous demande la GFIP et c'est pas la mission des passes. Si je vais demander une RQTH, oui, si la demande est en cours, on a eu le cas à Berne il y a quelque temps, un jeune homme qui n'avait pas bien renouvelé sa RQTH. J'ai pas pu tout de suite démarrer la passe parce que la demande n'avait pas été faite. Par contre, dès qu'il a fait la demande, ce qui est assez rapide, une fois qu'on a le récépissé de la MDPH, on peut y aller. Mais il faut qu'il y ait au moins la demande qui soit en cours, qu'il y ait cette démarche. Si je ne souhaite pas faire connaître mes problèmes de santé, oui. Et si je suis salarié également, dans le cadre du maintien en emploi,
du maintien d'emploi et alors j'ai des situations aussi un petit peu avec des organisations de Cap emploi, des gens qui sont en emploi dans la fonction publique. On intervient, alors c'est pour ça que Magali et Marie, au niveau des... Tout à l'heure, ce qui a pu être dit, c'est pour ça que je précisais, parce que il y a des fois je suis sollicitée dans une situation où la personne, donc fonction publique, est en cours de les PPR, voilà, c'est Période de préparation au reclassement. Période de préparation au reclassement. Et Cap Emploi a été sollicité là par la personne qui avait besoin aussi d'avoir un accompagnement un petit peu différent. Alors c'est une personne qui a plusieurs organismes qui le soutiennent, il y a la DEI, il y a pas mal de partenaires dans la boucle, donc il y a ce travail qui peut être mis en partenariat où chacun du coup peut vraiment se consacrer à sa mission. Là moi je viens sur ce type de situation, je viens un petit peu fluidifier le parcours. Et pourtant, je n'ai pas été sollicitée au départ par la fonction publique. Ça s'est passé par Cap Emploi parce qu'il y avait une demande spécifique. Mais on peut être sollicité, ça nous arrive d'être sollicité directement aussi par la fonction publique sur une situation bien critique en emploi. Je suis salarié, donc les employeurs, bien évidemment. Voilà. Puisque... oui, je suis salariée, puisque les employeurs peuvent aussi... alors, si c'est le salarié pour bénéficier d'une passe, si on est en emploi, ça va passer, parce que la plupart du temps, c'est le Cap Emploi, si c'est à l'initiative du salarié, ou c'est l'employeur qui nous sollicite directement, ou qui passe par Cap Emploi. J'ai envie de dire, il y a ces trois... Yes. Dernière question de la matinée. Pour bénéficier d'une passe, je dois en faire la demande auprès de la MDPH, je peux en faire la demande auprès de mon conseiller de mission locale, je peux contacter directement la structure prestataire, je dois obligatoirement en faire la demande à mon conseiller Pôle emploi ou Cap emploi, j'en fais la demande à mon employeur si je suis salarié. Alors, pour bénéficier d'une passe, je dois en faire la demande auprès de la MDPH. Non, il n'y a pas de demande à faire auprès de la MDPH. Alors, il peut arriver que vous puissiez lire sur les orientations des personnes, sur les documents de la MDPH que vous recevez. Des fois, la MDPH a pu préciser, quand il y a appui d'un opérateur spécialisé, peut mettre passe. Préconise, mais en fait, ils ne le feront plus parce que ça ne passe pas par la MDPH. C'est vraiment le référent de parcours qui va proposer à la personne. Après, la personne peut en parler à son référent de parcours, elle peut faire cette demande. Je peux en faire la demande auprès de mon conseiller de mission locale, donc la personne peut vous en parler. Après, c'est bien le référent de parcours qui mobilise la prestation d'appui spécifique. Je peux contacter directement la structure prestataire. Alors, pour obtenir la passe, non. Pour avoir des renseignements, oui, évidemment. Je dois obligatoirement faire la demande à mon conseiller. Pôle emploi ou Cap emploi. Merci. Alors, là, si on parle des jeunes gens accompagnés par les missions locales, ça passe par le référent de parcours mission locale qui va déclencher la prestation d'appui spécifique. Après, il n'y a pas de limite d'âge pour la prestation d'appui spécifique. Donc, quelqu'un qui n'est pas suivi par la mission locale, quelqu'un de plus âgé ou qui n'est pas dans une mission locale, évidemment, fait la demande de la passe auprès de son conseiller référent, donc Pôle emploi ou Cap emploi. Et j'en fais la demande à mon employeur si je suis salarié.
Alors, oui et non. Évidemment, l'idée c'est que plus les accompagnements se font avec l'accord de tout le monde dès le départ, plus ça va être facile et aidant. Donc un salarié qui se sent en difficulté, qui a entendu parler du dispositif, qui en parle à son employeur, qui dit ah mais oui chouette, c'est une super idée, je vais contacter les passes là en cours de Yaya, ça va bien fonctionner, tant mieux. C'est pas forcément dans ce sens-là au départ, mais c'est plus l'employeur qui connaît plus ces dispositifs finalement que le salarié, qui va nous interpeller, bien sûr en accord avec le salarié, parce que nous on ne peut rien faire sans la personne. Et ça peut être l'employeur qui nous contacte directement ou qui interpelle Cap Emploi et en fonction du type de handicap va nous solliciter parce qu'il y a une demande un petit peu spécifique. On n'est pas sur du long terme type DEA, mais il y a quand même besoin d'avoir des rencontres régulières pendant un laps de temps pour mettre en place tous les moyens de compensation nécessaires. Il peut nous arriver en emploi, alors j'ai fait rire ma collègue est stagiaire avec nous parce que, enfin, quand j'ouvre mon coffre, j'ai des bottes en caoutchouc, j'ai un chapeau de paille, parce qu'on va aussi sur le terrain. Donc pour accompagner les personnes qui sont salariées, là j'ai un monsieur dans les vignes que j'accompagne à Gonzague, d'où les bottes et le chapeau de paille, parce que je suis du Nord, donc le soleil charentais des fois est un petit peu agressif. Voilà, mais je peux me retrouver le matin en pâtisserie pour un jeune qui est en contrat d'apprentissage, pour aller voir, parce qu'on fait lien avec la formation, mais il faut voir ce qui se passe aussi en entreprise. Et on va mettre en place des fois des systèmes donc, de compensation, de l'affichage, de la communication différente, expliquer pourquoi il faut présenter ou il faut formuler les phrases de telle sorte plutôt que d'une autre pour que la personne comprenne bien. Expliquer qu'une personne a besoin des fois de sortir 5 minutes, s'isoler, elle va voir tout va bien se passer, alors que si elle n'a pas cette autorisation, même dans sa tête, si elle ne sait pas que l'employeur connaît ce besoin, elle va s'en empêcher et là elle va être en difficulté sur ce qui touche au handicap psychique. Donc voilà, on vient encore une fois sensibiliser l'environnement de travail, l'environnement d'apprentissage de la personne. Et sur ces modes de compensation, l'idée c'est que l'expertise qu'on apporte peut se mettre en place. Sur quelques semaines, quelques mois, on vient apporter des éléments, on vient vérifier, on vient bien installer, bien donner les clés à tout le monde pour que ça se passe bien. S'il y a un besoin sur le très long terme, mais que l'emploi reste tout à fait possible et se passe bien, mais qu'on sent qu'il y a besoin régulièrement dans le temps d'un soutien, là c'est là qu'on va orienter vers nos collègues plutôt du DEA parce que ça va être le besoin de la personne, c'est ce qui va faire que tout le monde va s'y retrouver. Après on part toujours du principe, si la personne est en emploi, c'est qu'à un moment donné il y a les compétences qui sont là, à l'entreprise de s'adapter, à nous trouver les bons moyens de compensation pour que la personne puisse exercer ses compétences sereinement et que tout le monde s'y retrouve, l'employeur et le salarié. C'est ça l'objectif de toute façon. Voilà. Parfait. Et avec la sensibilisation du coup des équipes, du coup je pense à une situation qu'on a eue en commun, ce Jarny, où effectivement quand le handicap psychique, enfin moi j'ai vu tes bilans aussi, hein, c'est vrai qu'il y a une expertise du coup avec on n'a pas en mission locale, et de pouvoir éclairer sur la conséquence du coup du handicap psychique sur le comportement avec les autres. C'est ça. Et du coup pouvoir expliquer au reste de l'équipe tel comportement, en fait non, ça n'est pas, c'est pas à destination de quelqu'un en particulier, c'est simplement la maladie qui fait que... Expliquer, là il y a quelques temps, alors c'est un jeune homme que j'ai plutôt accompagné dans le cadre enfin qui a été orienté par Cap Emploi, qui est autiste, mais qui vient de signer son CDI. Tout se passait bien pour lui, dans ce qu'il pouvait dire, oui, tout se passe bien. Puis en grattant un petit peu, on se rend compte que le midi, il allait manger systématiquement dans sa voiture. Alors pour l'entreprise, tout se passait bien aussi, puisqu'il y avait le CDI qui était proposé derrière les
séances, des contrats d'intérim. Et puis, en discutant un petit peu, le jour où il a visité l'entreprise, il a tout visité, mais il n'avait pas forcément tout enregistré. Donc là, c'était bien, mais il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un de l'entreprise qui vienne l'accompagner une nouvelle fois pour bien lui expliquer où se trouve la salle de déjeuner le midi, la salle de repos. Il y avait des douches qui venaient d'être construites et ça n'avait pas forcément, c'est pas des choses qu'il avait intégrées. Alors lui, voilà, ces restrictions faisaient que je dis non, moi les douches, ça l'entreprise, ça je ne veux pas y accéder. Je suis très bien dans ma voiture. Je dis oui, vous êtes très bien dans votre voiture, mais l'idée c'est de savoir que si vous voulez aller ailleurs, si vous voulez aller sur du collectif, c'est possible. Et depuis ce monsieur, il m'a dit oui, c'est mieux comme ça, je mange pas que des salades, je peux apporter des repas chauds, je vais faire chauffer. Il partage son café avec les collègues et il vit mieux. Enfin, je veux dire, son intégration se fait très bien et lui il est mieux parce qu'il arrive à doser je peux être avec les autres. Si j'ai besoin de m'isoler, je sais que je peux le faire. Alors que ce qui est passé inaperçu pour l'entreprise, qui pensait que tout allait bien, enfin voilà, ils avaient fait eux le job au départ d'accueillir quelqu'un. Sauf que là, la situation de handicap faisait qu'il fallait un accueil un petit peu différent, en tout cas, venir revalider derrière les informations qui avaient été données. Bien sûr. Ah ben on est d'accord. C'est pour ça effectivement qu'il faut qu'on s'appuie sur nos prestataires. Bien sûr, ça tombe pas du ciel, par contre, vous ne pouvez pas la dîner, vous ne pouvez pas le connaître. Même pas avoir les médecins, c'est psychique, on ne l'a pas. Mais bien sûr. Et nous, on n'a pas forcément. Et nous, on n'a pas forcément non plus le détail de la maladie pour les personnes qu'on accompagne. Par contre, on va vraiment, alors, on va savoir si plutôt c'est du psychique, si c'est du cognitif, si c'est de la déficience intellectuelle. Après, il peut y avoir multi-handicap. Après, il y a des handicaps qu'on entraîne un autre. Et du coup, quel est le plus prégnant? Est-ce que c'est l'handicap de départ ou est-ce que finalement c'est l'autre handicap qui a été déclenché? Voilà, nous on est là un petit peu pour faire la lumière là-dessus. Et puis surtout, on va s'appuyer sur ce que va nous dire la personne, quels sont ses besoins. Et en fonction de ses besoins, c'est là-dessus qu'on va travailler. Parce que que ce soit quelqu'un qui ait fait un burn-out ou que ce soit quelqu'un qui soit bipolaire, j'ai envie de dire, nous, quelque part, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est quels sont ses besoins. Voilà. C'est le traitement en échangeant avec la personne. C'est ça. Oui, les retentissements ont leur importance. C'est ça. Les besoins et les retentissements de la maladie, plus que le nom de la maladie elle-même, en fait. C'est ça, qui parfois peut faire vraiment très bien. Et avec plein d'idées reçues, et finalement... Non, mais il faut le connaître. Mais bien sûr, c'est l'objectif de ces rencontres. Et la connaissance des traitements aussi. Du coup, moi, j'ai une des plus-values énormes que je retrouve dans les passes et les bilans, c'est effectivement la connaissance des traitements, des conséquences des traitements, et qu'on va associer, nous, surtout la connaissance, de façon un peu raccourcie à d'autres choses, alors qu'effectivement, c'est lié au traitement et que ça s'ajuste. C'est ça. Parce que nous, on est là pour venir adapter des choses. On a des personnes, quand elles vont nous parler de leur traitement, ça va être de dire que pour elles, c'est compliqué le matin d'être à 9h au travail. Mais ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'à un moment donné, le traitement peut être assez lourd parfois, et la personne va être hyper efficace, peut-être de 11h jusqu'à 19h le soir. Mais par contre, absolument, elle travaille de 9h à 16h, le matin, c'est compliqué, elle va être en retard. Et s'il y a méconnaissance, si c'est des informations qui n'ont pas été données ou expliquées à l'employeur, à part voir un salarié qui arrive systématiquement en retard, on ne va pas avoir grand-chose d'autre. Et nous, on accompagne des gens qui vont être ravis d'avoir des horaires un petit peu décalés parfois. On va pouvoir les négocier avec l'employeur. Mais on va aussi inciter la personne à vraiment se réapproprier aussi son traitement, parce que bien souvent, on ne sait pas poser des questions. Le médecin et le médecin, à l'image des médecins qui sait tout, qui délivrent, mais qui ne donnent pas toujours les explications. Donc on est beaucoup aussi, nous, à renvoyer les personnes sur poser des questions. Vous avez votre traitement, demandez à votre médecin s'il ne peut pas le prendre 1 heure, 2 heures plus tôt le soir, de façon à être un petit peu moins assommé le lendemain matin. Voilà, on essaie de travailler aussi tout ça pour le confort de la personne. Et puis, des fois, il y a des changements aussi de traitement qui peuvent se mettre en place.
Alors on n'intervient pas là-dessus du tout, mais on va en parler, on va redonner ce pouvoir un petit peu d'agir à la personne pour qu'elle puisse voir ce qui est tolérable pour elle et ce qui parfois ne l'est pas. Vous avez des traitements aujourd'hui dans tout ce qui est psychique qui vont vous faire prendre 20 kilos en un rien de temps, qui vont vous faire brûler dès qu'il y a un rayon de soleil parce que voilà, la peau devient hyper réactive, qui vont voilà, vous marquer aussi physiquement, qui vont vous ralentir. Les compétences sont là, mais par contre des fois il y a une lenteur, une fatigue qui est là, et des fois il y a aussi des personnes qui sont marquées physiquement par un traitement et qui vont être très très efficaces. Mais ça va provoquer aussi un a priori, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est important que les personnes puissent en parler de tout ça, avec leur médecin, et qu'elles puissent négocier, voir ce qui est négociable. Bon, ben, je veux bien prendre 10 kilos, mais par contre, je ne veux pas avoir, c'est caricatural, mais la baffe qui coule n'importe quand dans la journée. C'est des choses comme ça, nous, on rappelle aux gens qu'ils ont ce pouvoir-là. Alors chez les jeunes, que vous accompagnez au niveau de la mission locale, il y a tout un travail qui est à faire souvent sur l'acceptation aussi du handicap. Certains, beaucoup, ont le RQTH sans savoir pourquoi ils ont le RQTH. Donc c'est important qu'ils puissent en parler. Et puis il faut accepter aussi, alors ça c'est pas un travail facile, je pense quand on accompagne les publics, il faut accepter aussi que parfois la personne ne prenne pas ce qu'on propose et il faut passer par parfois de l'échec qui ne sera pas vraiment l'échec, c'est ce qui va permettre après de rebondir, mais des fois on se dit oui, mais là il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien et mince, et des fois il faut que je prenne les pieds dans le tapis pour se dire ouais, finalement j'ai besoin d'être aidée, j'ai besoin d'un traitement, oui effectivement dès que je suis en emploi je ne contrôle pas mes nerfs et c'est pas de façon normale, donc il va falloir peut-être que je me fasse aider à ce niveau-là. Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut travailler. Et oui. C'est pour ça qu'il faut faut compter sur les partenaires, je pense que c'est important. Il y a des expertises un petit peu partout, il faut pouvoir compter dessus, effectivement, en tant qu'employeur. Surtout qu'une fois que c'est dit, une fois que c'est su, ça change pour tout le monde. Parce que même pour le salarié, il aura beaucoup moins de crainte. Mais oui, bien sûr. Que ce qu'on fait. Et ils vont souvent être plus calme parce qu'il n'y aura plus ces manifestations. On rencontre ces difficultés-là aussi en entretien quand il nous échappe que certains comportements sont totalement indépendants de la personnalité, mais pas au quotidien. Juste une dernière petite précision, je sais, Thierry. Du coup, on a parlé des 5 prestataires. Il y a parfois du polyhandicap. Donc, on commence par un prestataire, mais vous travaillez en lien les uns avec les autres. Donc, si toutefois il y a une autre problématique de santé à prendre en compte, vous travaillez les uns avec les autres. Ça nous arrive surtout dans le cadre de la formation, de travailler avec nos partenaires, puisqu'il y a des passes qui vont être une passe cognitive. Donc on va intervenir pour ces aménagements-là spécifiques, mais en même temps il y a une passe qui doit être déclenchée parce qu'il y a besoin d'un fauteuil ergo, il y a besoin d'un logiciel visuel spécifique. Voilà. C'est qu'on peut à ce moment-là se retrouver en même temps sur la formation. Après, pas dans l'accompagnement, alors c'est pour ça qu'on va faire tout le travail du projet professionnel. Si la difficulté elle est sur le trouble cognitif, ça veut dire que il n'y a pas forcément besoin d'aménagement au niveau moteur. Voilà. Après, ça m'est arrivé, moi, de faire un accompagnement handicap psychique. Et puis, on a fait tout un travail avec la dame qui a pu définir un projet professionnel, qui a pu surtout voir qu'elle existait autrement que par l'emploi aussi. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que dans les recherches d'emploi qu'on pouvait faire, ce qui la mettait en difficulté, elle avait mis tout ce qu'il fallait en place pour aller bien psychiquement. Par contre, elle avait un gros problème moteur et ce qui la mettait en difficulté, c'était l'accès au poste d'un point de vue physique, tout simplement. Donc là, nous, la passe est arrêtée et on a préconisé plutôt la mise en place après
pour l'emploi spécifique d'une masse motrice parce qu'on n'a plus lieu d'intervenir. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, tant mieux. Déjà, Ni des deux. c'est magnifique. Je pense que c'est vrai, les impatients. Ah oui, Oh, pas du tout.